J'ai réalisé un cours sur Udemy, donc c'est avec des vidéos à la demande. C'est en anglais, mais je parle avec un accent français pour marquer le coup. Donc vous allez comprendre facilement. Et là, j'ai résumé vraiment tout ce que j'avais écrit dans mon petit livre, par exemple, ou dans les ateliers, la formation à la méthode immédiate, etc. Tout est résumé en 70 minutes. Quand on fait un gros effort de montage, ça devient plus court. Il y a un lien dans le slideshow que je vais essayer de pas oublier de vous partager tout à l'heure. Et si vous me contactez, donc je pense que vous avez mon email. Mon email c'est vagneux@almalang.com. Je peux vous-même vous envoyer un coupon et vous pouvez avoir ça gratuitement. Sinon, ça coûte 3600 yens. Franchement, c'est pas cher. Et en fait, ce système de carte de placement est expliqué dans la première vidéo. Donc ça, c'est même accès libre. Donc il suffit d'aller voir sur Udemy et vous avez ce truc-là. Euh, S'il n'y a pas de questions, je vais passer au deuxième sujet, hein. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, l'exercice d'écoute avec moi-je communication A1. Euh, Dans moi-je communication A1, nous avons des exercices d'écoute qui sont sur la quatrième page de la leçon et qui sont très simples. Donc l'objectif, c'est de finir, en fait, de presque finir la leçon avec un exercice d'écoute. Donc il est pas, sa conception est assez différente en fait de ce en général, on commence les leçons par un exercice d'écoute, mais le désavantage, c'est que les étudiants sont tout de suite confrontés au fait qu'ils comprennent pas, et donc ça prend du temps et puis ça leur met un peu de stress alors qu'il n'y a pas de raison. Nous, on met ça à la fin, et l'idée, c'est de dire, ah, bah, regardez, vous savez, vous comprenez déjà quand même un dialogue qui est plus ou moins naturel, et puis vous allez pouvoir l'utiliser comme petit modèle pour écrire votre conversation sur le même sujet. Hein, voilà. Alors, il y a trois manières de gérer cet exercice d'écoute. La première manière, c'est celle que j'ai pratiquée pendant longtemps. C'est juste de jouer la piste audio plusieurs fois, manuel ouvert, et puis les étudiants écrivent le mot, hein, c'est très facile, quoi. Est-ce que tu travailles? Bon, on vient de faire une leçon sur le travail. Évidemment, ils trouvent les réponses. Première fois avec pause, deuxième fois sans pause. Ensuite, je leur montre les réponses, je projette les réponses avec le site du prof qui est en ligne. Et puis, on fait répéter, et puis c'est terminé. On passe à l'étape suivante qui est d'écrire un dialogue. Ça a pris en tout et pour tout 3 minutes. Vraiment 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes 30. C'est une bonne manière pour éviter en fait de perdre du temps et d'aller vite dans la dernière étape qui est celle de faire écrire un dialogue aux étudiants par pair. Parce que ça, c'est vraiment le couronnement de la leçon, en fait. Si on saute cette étape, c'est vraiment dommage. C'est comme si, enfin, c'est vraiment dommage. Donc, c'est la manière que j'utilise encore au début de l'année pour lancer les choses. Et donc, le dialogue d'écoute, ici, c'est une espèce de faux dialogue d'écoute, hein. Euh, c'est tellement facile que franchement, c'est pas vraiment un dialogue d'écoute. Une deuxième manière possible de faire, c'est de faire, avant de faire écouter, de dire aux étudiants, ben, essayez de deviner ce qui pourrait aller dans les trous. Alors ça marche super bien, vraiment, c'est Bruno Jacta qui m'a présenté cette manière de faire. Et c'est super parce qu'en fait, ils se penchent sur le dialogue, ils essaient de comprendre le sens, ils essaient voilà, ils font ça par pair, c'est actif.
Et puis après, on leur projette le son et ils voient là où ils ont bon, là où ils ont eu faux. Euh, Parfois, il y a plusieurs possibilités. Dans certaines phrases, il y a plusieurs mots possibles. Donc, soit vous pouvez leur dire, bah, il y a plusieurs possibilités. Et puis, quand vous arrivez sur ce mot-là, euh, vous faites parler les étudiants. Qu'est-ce que tu as écrit? Oui, ça va aussi, en fait, c'est possible. Ou bien une autre manière de faire, c'est d'aller sur le site et de leur montrer la traduction qui est là. Et donc, ils sont dans la traduction comme ça, et puis ils voient, ils doivent écrire le mot français. C'est une manière de faire euh, qui va assez vite. Mais en tout cas, enfin, ça, c'est la méthode que j'ai, qui est centrale pour moi maintenant, parce que elle est active, elle est sympa, ça va relativement vite aussi, parce que pour réfléchir sur les 5 mots qui manquent, ça prend quelques minutes. C'est ma méthode préférée, on va dire. Et puis, j'ai écrit dans mon résumé que j'utilisais une troisième méthode, mais je n'ai pas encore commencé à l'utiliser, en fait, pour dire la vérité. C'est encore une fois Bruno Jacta, qui a présenté ça. En fait, il a présenté ça pendant le laboratoire d'automne de quand? De l'automne dernier. Si vous voulez voir cette vidéo, elle est sur la chaîne YouTube de Alma Publishing. Vous cherchez sur YouTube et vous allez trouver plein de vidéos super intéressantes, notamment celle-ci, où il expliquait qu'en fait là, ce qu'il a commencé à faire, c'est d'utiliser ce dialogue d'écoute comme un vrai dialogue d'écoute, c'est-à-dire à livre fermé. Il fait écouter le dialogue plusieurs fois. Et puis, il fait répondre à ses étudiants à plusieurs questions. Mais alors, le truc vraiment intéressant, enfin, vous pourrez avoir plus de détails dans sa présentation si vous allez la voir. Ce qui était vraiment intéressant dans sa présentation, c'est il montrait que il passe du temps à présenter des questions en amont. Parce que les questions elles-mêmes sont pas évidentes, en fait. C'est quand même des étudiants de niveau presque débutant complet. Ils sont à un niveau bah, très bas, quoi. Donc, si on leur balance des questions comme ça et on leur demande de répondre sur le vif, ils n'y arrivent pas. Donc, avant de projeter le son, il montre, je pense, quatre questions de compréhension. Et puis, il s'assure que tout le monde a bien compris. Ensuite, il fait l'exercice d'écoute. Et puis ensuite, il demande aux étudiants de répondre à l'oral en donnant des points de bonus aussi. Alors ça, c'est un truc qu'il fait bien aussi, de donner des points de bonus aux volontaires. Euh, et donc, les étudiants en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils répondent en français en réutilisant la question. Donc, les questions sont bien formulées également parce qu'on peut les réutiliser pour répondre. Alors ça, c'est une manière très intéressante et je pense que ça peut être une bonne troisième manière en fait d'utiliser ces exercices d'écoute avec MC1. Euh, je je ne sais pas si j'utiliserai ça personnellement dans les cours standards que j'ai de première année. J'utiliserai certainement ça dans le cours intensif. En fait, cette année, je vais avoir 3 cours avec moins jeu A1. 2 cours normaux, standards, et un cours intensif, où ils ont 2 cours par semaine avec le manuel. Donc pour ce deuxième-là, pour ce deuxième type de cours, cours intensif, je vais utiliser toutes les ressources et de manière bien intensive. Et donc, et en plus, on aura le temps, en fait, concrètement, de faire un exercice d'écoute qui durerait plutôt 10 minutes ou 12 minutes, quoi, que 3 minutes. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Ouais, vas-y Jean-François. T'as ton micro, il faut l'allumer. Ouais.
Je vais te demander justement, tu parles du cours intensif. Tu es sur quel format? Tu les vois deux, trois, quatre fois par semaine? Ça Alors, représente à peu près quel volume horaire en fait? alors, ils ont trois cours en tout, mais il y a Ouais. un cours de grammaire, donc avec un manuel de grammaire, et deux cours de communication. Et là, Mhm. je vais avoir un cours sur les deux de communication. Est-ce que tu as des cours intensifs avec moi, je 1? Non, pas avec moi. Justement, je me suis posé la question parce que pour mon cours intensif, j'utilise mon alter ego, justement parce qu'il y a plus de volume en fait dans le livre en fait. D'accord. Plus. Donc, je me demandais effectivement comment tu utilisais, à quel rythme en fait tu utilisais moi je pour un cours intensif en fait. Eh ben, l'idée, c'est que, Mhm. alors, je cherche le document. Voilà, il est là. J'ai, Ouais. Mhm. je viens de débuter en fait un, un document Google que je vais partager avec la prof partenaire pour qu'on puisse cocher Mhm. facilement ce qu'on a fait en fait dans toutes les leçons. Par exemple, là, dans l'exercice d'écoute, j'ai mis les trois possibilités que je viens de décrire là, donc on peut cocher facilement. Ce sera une manière plus simple que de s'envoyer des emails. Et puis Mhm. là, je vais lister vraiment toutes les choses qu'on peut faire. Par exemple, euh, on peut faire jouer le dialogue à toutes les paires, ce qu'on fait pas dans un cours standard parce qu'on n'a pas le temps en fait. Mhm. Mhm. Euh, Ouais. on peut, euh, on peut faire passer à la troisième personne aussi. Après l'enquête, euh, de base, avec MC1, il y a une enquête que les étudiants font comme ça assez rapidement. Et puis, enfin, moi, je m'arrête là en général, quoi. Vous avez fini l'enquête, asseyez-vous, paf, on passe à autre chose. Alors, en Mhm. fait, ce qu'on peut très bien faire, c'est passer à la troisième personne. On peut dire, alors, tu as parlé avec qui? J'ai parlé avec machin. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il habite, elle habite, etc. Et ça prend des 10 minutes, des 12 minutes en plus. Donc, c'est quelque chose on n'a pas vraiment, enfin, qu'on peut faire une fois de temps en temps, disons, dans un cours normal, éventuellement, mais que dans un cours intensif, on peut le faire systématiquement. Et donc, Mhm. l'idée, c'est d'utiliser Moi Je 1 qui est conçu pour un cours par semaine, avec deux cours par semaine. Et, et j'ai trouvé, en fait, comment ça faisait sens, c'est de dire, au lieu d'accumuler, l'accumulation de savoir, en fait, qui n'est pas forcément digéré, eh ben, on va travailler Mhm. sur l'assimilation, Ouais. cette assimilation soit plus profonde, en fait, tout simplement. Et cette réflexion, en fait, a été vraiment intéressante. Ça m'a amené paradoxalement à devenir plus tolérant avec les étudiants de base, entre guillemets. C'est marrant, hein, mais je me suis aperçu que les étudiants de base qui ont un cours par semaine, comme ça, bon, et 13 cours par semestre dans l'université où j'enseigne, là, Mhm. bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils découvrent un petit peu la langue, ils découvrent un petit peu la logique de la langue, ils parlent un peu. Et puis ça s'arrête là, quoi. Et puis c'est déjà bien. C'est Mhm. tout à fait respectable comme ça, quoi. S'ils y mettent du bon cœur et ils font un petit effort de mémorisation, etc. Bah c'est tout à fait bien en fait. Je, Mhm. j'ai trouvé la paix avec cette situation en fait. Et par contraste, dans un cours intensif, on peut être plus exigeant et on peut dire ben en fait, là, vous avez. Et alors, il n'y a pas de miracle qui se passe, hein. Même dans un cours intensif, au bout d'un an, ils seront pas à un niveau hyper élevé. C'est pas possible, en fait, vraiment. Avec deux cours par semaine, c'est enfin, Mhm. très difficile. Par contre, ce qu'ils peuvent avoir fait, c'est avoir vraiment travaillé des choses, vraiment mémorisé des choses, vraiment intégré des choses. Euh, et ça, c'est possible en utilisant donc bah, toutes les ressources du manuel, mais de manière plus développée, quoi. C'est-à-dire passer à la troisième personne, faire poser des questions,
après un dialogue qui est joué, une fois de temps en temps faire un dialogue qui soit pas scripté, par exemple, essayer de faire ça sur le vif. Hmm. Faire mémoriser tout le vocabulaire et non pas juste une petite partie, etc., etc. Voilà. Très bien. Hmm. Une autre. Est-ce que quelqu'un a une autre question éventuellement ou je passe à la suite. C'est bon? Ok, mais je continue. Alors, la troisième chose que je voudrais présenter, c'est le fait que je vais passer à un nouveau fonctionnement avec Mojo A1, justement. Pourquoi? Eh bien, parce que je vais avoir. Est-ce que tout le monde voit mon écran là ou pas, hein? Non, je partage pas mon. Euh, ok. Alors, pourquoi est-ce que je vais changer un petit peu d'approche? Pour deux raisons. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais adopter un fonctionnement project-based, c'est-à-dire axer tout le cours sur les conversations qui sont écrites par les étudiants et qui sont jouées par les étudiants. Euh, Pourquoi je vais faire ça? C'est parce que il y a deux raisons. Il y a une raison personnelle, c'est que je vais avoir trois cours avec le même manuel dans la même journée et que j'ai pas envie de devenir fou, en fait, à répéter la même chose trois fois de suite. C'est un vrai problème qui se pose à moi. En plus, ça fait 26 ans que je travaille avec vraiment quand même le même contenu. Donc, l'idée, c'est que je vais faire des petites vidéos pour les explications des points de grammaire, et je vais demander à mes étudiants de regarder ces vidéos, soit entre les cours, éventuellement, ou bien à la fin du cours, quand ils ont fini les tâches qui seront devenues centrales. Donc, euh, et puis la deuxième raison, en fait, mais là, j'imagine un petit peu ce qui se passe dans la tête des étudiants, quoi. C'est que on est vraiment arrivé dans l'ère de l'intelligence artificielle, hein, où tout est immédiat, la traduction, c'est instantané. Hier, j'ai communiqué avec une personne qui parlait que chinois et qui a parlé à son téléphone comme ça, et puis tac, et puis moi j'ai répondu en anglais et tac, comme ça. Oh, incroyable. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, quoi, et j'ai l'impression qu'il faut euh, proposer quelque chose qui fasse vraiment sens, en fait, hein, les étudiants ont moins de patience qu'avant, en fait, et c'est normal, quelque part. Pourquoi ils sont là? Ça sert à quoi de faire ça? Donc, il faut qu'on leur donne des expériences qui soient prenantes, on va dire, où ils sentent qu'il se passe quelque chose. Et puis, ils sentent qu'ils peuvent pas tricher, ils font quelque chose, et puis ils font marcher leur cerveau. Et puis, ils collaborent avec des partenaires, quoi. Donc, il y a vraiment les deux côtés. Il y a mon côté à moi, et puis peut-être le côté des étudiants. L'idée, c'est de presque supprimer le temps de cours qui est consacré à répéter des explications, en fait, et puis de se concentrer là-dessus. Donc l'idée, c'est que ce qui était censé être la fin du cours, ça peut être plutôt vers le milieu du cours ou un peu plus que le milieu. Les étudiants peuvent écrire des dialogues comme ça par pair, peut-être un peu plus long aussi en plus. Je les ferai tous passer en test systématiquement. Enfin, sauf si j'ai une classe peut-être si j'ai une classe de 40 étudiants, je ferai une semaine sur deux, je pense, probablement.
Mais si j'ai une classe de jusque 20 étudiants, c'est tout à fait faisable. Ça fait 10 paires. Faire passer un test où les étudiants jouent une conversation qu'ils ont écrite à l'avance, ça va vite, en fait. Ça va très vite. Pendant qu'ils passeront leur test, donc moi je regarderai ça, et eux, ils regarderont la transcription japonaise, pour encore une fois éviter de s'en mêler les pinceaux et de ne pas se rappeler ce qu'ils devaient dire. Donc pouvoir se concentrer 100% sur le français. Je mettrai des petites annotations pour... alors la grammaire, normalement, je serais déjà passé parmi les pairs pour qu'il n'y ait pas de, qu'il y ait pas de faute, qu'ils apprennent pas quelque chose qui soit plein de fautes. Il y aura probablement des corrections de prononciation, donc je vais mettre je pense que je vais réfléchir à deux notations pour indiquer, enfin pour m'en rappeler déjà, pour que après le test, je puisse leur dire, ah ben là, vous voyez, il fallait pas prononcer ou là, enfin, etc. Donc ça va vite. Ensuite, je leur demanderai de taper leur conversation. Alors, s'il restait des erreurs de grammaire et que je les ai pointées pendant le test, ben, ils corrigent et ils tapent. Et enfin, je vais leur demander de s'enregistrer en vidéo, tous les deux, avec leur téléphone, par exemple, ou bien peut-être avec l'ordinateur de la salle, parce que j'ai obtenu des salles call à ma grande joie. Euh, mais c'est tout à fait faisable dans des salles normales, je pense. Et puis ensuite, je leur demanderai de mettre ces vidéos sur Teams. Je pense que c'est possible avec Microsoft Teams. Mais je vais en fait explorer un autre système qu'on vient de me présenter là, et je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais en fait, l'idée, c'est de faciliter ce fonctionnement qui était celui de Flip avant. Et Flip a disparu, plus ou moins. Mais c'est encore possible. Donc, bref, je reviens ici. Si on voit un cours avec moi, je communication 1, ensuite, on commence par la prononciation un petit peu, on explique le point 1, ils font une pratique orale mécanique, on explique le point 2, ils font une petite écriture de traduction qu'on appelle traduction Lego. Euh, donc là, je peux en fait gagner facilement 10 minutes de cours en passant directement à cette pratique par pair, comme ça. Enfin, je veux dire, je commencerai quand même mon cours avec un test de vocabulaire, parce que ça, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. C'est vraiment une bonne chose. Et dès que le test est fini, c'est-à-dire au bout de 8 minutes, si je les fais corriger et noter eux-mêmes, je ne sais pas encore comment je ferai cette année, on passe directement à la pratique orale mécanique. Ensuite, on passe directement à le travail par pair, encore une fois. Donc, on est dans l'actif et encore dans l'actif, par pair. Ensuite, on passe à l'enquête, encore une fois, par pair, et ça bouge et ça se lève. L'exercice d'écoute, bah, je verrai, ça va être un petit moment, tiens, bah, justement, de la classe face à moi. Et puis ça, ce sera le centre, en fait. Euh, voilà le fonctionnement que j'ai en tête. Est-ce que quelqu'un aurait une question là-dessus? Non, excuse-moi. Moi, j'ai une question. Tu as utilisé l'expression la traduction Lego. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, la traduction Lego, c'est dans le manuel. On a juste des phrases qui sont écrites en japonais. Il y a 4 phrases environ, ou peut-être parfois 5. Et c'est des phrases super faciles. C'est juste une question de vérifier qu'ils ont compris, en fait, parce qu'on vient de leur expliquer un point de Ils traduisent grammaire du japonais en fait. du japonais en français. Et pourquoi Lego? Bah, parce que c'est l'image de blocs de Lego avec lesquels on construit des trucs. Donc, c'est pas du tout de la traduction difficile, en fait. On leur a dit, voilà, voilà,
Voilà ça veut dire ça veut dire ça. C'est comme des petits blocs, des petites briques de Lego. Et puis vous allez faire des phrases avec. Alors maintenant, vous avez fait vos phrases, ça prend vraiment quelques minutes, hein. Vous avez fait votre phrase, vous avez tout compris. Vérifions quand même, et puis paf, c'est tout, quoi. Donc, c'est pas une traduction comme on l'entend en général, le contraire, où c'est difficile, et etc., quoi. C'est tout l'inverse. Oui, Je me demandais, tu disais que tu veux les faire enregistrer la conversation en vidéo et la mettre en ligne. ouais. Et ça, c'est dans quel but? Qu'est-ce que tu comptes en tirer après? Est-ce que tu veux en faire quelque chose ou bien c'est... Le but, c'est de les faire travailler plus sur la même chose. Hum. Et je pense que ça servira à quelque chose, en fait, hein, parce que ça entre dans cette idée de l'assimiler plus profondément, en fait. Et moi, on m'a dit de plein de fois, en fait, j'ai jamais utilisé Flip, en fait, ce sera la première fois que j'utilise, enfin, le fonctionnement Flip, quoi. On m'a dit plein de fois que les étudiants, ils rechignent pas à le faire. Et puis en général, ils se reprennent plein de fois, quoi. Donc ça veut dire que le dialogue qu'ils ont écrit, moi jusqu'à présent, je faisais passer, non, je faisais passer quelques paires une fois de temps en temps comme ça, quoi. Mais il n'y avait pas de, ils l'avaient écrit et hop, on s'arrête là parce qu'on n'a plus le temps en fait. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont écrit leur dialogue, ils vont le jouer devant moi et ils vont être notés, véritablement, quoi. Ensuite, ils vont le taper, donc ça fait une deuxième manière d'écrire, en fait. Et puis ensuite, ils vont l'enregistrer en vidéo. Ça fait encore un truc où ils polissent leur truc, en fait. Et, enfin, ça devient de plus en plus poli, quoi, en fait, de plus en plus travaillé, de plus en plus idéalement mieux, quoi, en fait. Et puis, ils s'en rappellent de plus en plus, quoi. C'est pas juste un truc qui a été fait en passant. C'est ça l'idée, quoi. Et donc, tout ça, c'est actif, en fait. Ça permet de garder que des étapes actives dans le cours, pratiquement. Et vraiment, le centre, c'est le projet, en fait. C'est peut-être un grand mot, projet, pour une conversation, mais on peut dire que écrire une conversation et la jouer, c'est un projet, quoi. C'est ça le projet de la classe. Et il est évalué véritablement, c'est-à-dire ils vont être notés, mine de rien, hein. C'est comme je vais en parler à la SJDF en mai, et j'ai parlé de une image, une métaphore qui est la métaphore de construire une maison. Les étudiants, on leur donne des matériaux comme ça, on leur dit, tiens, voyez une technique, deux techniques de construction, là, paf, allez-y, faites une maison, faites un garage, faites une cabane dans l'arbre, ou faites un truc, quoi. Et puis après, toutes les semaines, ils font une espèce de petite maison avec ce qu'on leur donne comme ça, quoi. Et puis après, ils doivent la vendre, la maison. Et puis des fois, ils en tirent un bon prix. C'est comme s'ils avaient des clients comme ça qui viennent. Et puis des fois, ils tirent un prix pas terrible du tout parce que t'es pas terrible en fait. La maison, elle est un peu bancale. Voilà. Mhm. Et qu'est-ce que tu appelles le fonctionnement flip que tu dis que tu vas utiliser pour la première fois? Flip, en fait, ça s'appelait Flipgrid avant. Et après, c'est devenu Flip. Et après, ça a disparu. C'était fait par Microsoft. Et c'est une plateforme qui permettait de mettre très facilement de mettre en ligne toutes les vidéos d'une classe en fait. Et donc, avec les accès, on pouvait gérer les accès et tout. Et le Mhm. prof, les étudiants pouvaient se voir entre eux, etc., quoi. Et le prof pouvait donner du feedback sur les vidéos et tout. C'était super. Mais apparemment, ils ont arrêté de. Microsoft a décidé que voilà, ça coûtait cher pour rien. Mhm. Et, ils ont arrêté. Mais apparemment, il est possible de faire le même fonctionnement avec Teams, Microsoft Teams, en faisant une chaîne dédiée aux vidéos. Et ça se rapprocherait, apparemment, mais j'ai pas encore, je dois préparer ça pour la rentrée. Et il y a une autre plateforme, je sais plus comment elle s'appelle. C'est un anglophone qui fait ça et ça a l'air pas mal aussi. Je vais peut-être essayer d'utiliser ça si c'est plus facile en fait. Mhm. D'accord, ok. Merci.
Mais ça paraît très motivant pour les étudiants de pouvoir. C'est bien en phase avec l'époque aussi, en fait, hein. Mm. On met des vidéos en ligne, on peut voir les vidéos des autres, on a un petit feedback et tout. Et donc, apparemment, ils s'enregistrent et puis ils se disent, ah non, c'était pas assez bien, allez, on le refait encore une fois, on le refait encore une fois. Et puis finalement, ils font ça 5 fois. On n'a pas besoin de les pousser. Et puis, Mhm. c'est logique, quoi. Mhm. Ok, intéressant. Merci. Bon. Les petites vidéos d'explication grammaticale des différents points. Enfin, je pense que je vais faire une pour le point 1, une pour le point 2 et une pour l'enquête aussi, parce il faut un petit peu parfois guider le début de l'enquête. Donc ça en fera 3 parcours. Je l'ai préparé très rapidement à l'avance avec un truc, avec un logiciel comment ça s'appelle, un logiciel pour ça, quoi. Et puis je les mettrai sur Teams aussi. Euh, voilà. Et donc, je pense que les étudiants pourront les regarder. S'ils n'ont pas eu le temps, ils pourront regarder ça entre les cours. Mais en fait, concrètement, il y aura sûrement un petit battement à la fin du cours où il y en a qui ont fini qui ont tout fini, en fait, tout ce qu'ils devaient faire, toutes les tâches qu'ils avaient. Et puis, ils ont encore un petit peu de temps. Et là, ils peuvent regarder les vidéos. Ils sont encore en cours. Ils peuvent les regarder ensemble, éventuellement. Enfin, bref. Je pense que ça me paraît réaliste, en fait, comme fonctionnement. C'est un peu ce qu'on appelait la classe inversée. Alors, j'évite d'utiliser trop avant d'en parler, quoi, mais pour l'instant, je, je me suis focalisé. En fait, je me suis dit, tiens, mais c'est un projet, ça, en fait. Écrire une conversation et la jouer, et sous différentes formes, quoi, différentes formes d'écriture, différentes formes de jouer. Bah, c'est un projet. Et puis, voilà, ça me donne un cadre pour réfléchir. Alors, le dernier projet, c'est... le dernier projet, ouais, ouais, vraiment, les projets, c'est... euh, alors, le dernier sujet, c'est les cours de deuxième année. Je pense que certains d'entre vous utilisent Moi je communication A2. J'ai commencé à l'utiliser en fait le semestre dernier. Là, j'ai repris un cours en cours d'année, un cours de deuxième année. Et puis, c'était pas forcément évident pour moi parce que enfin, il y avait des leçons qui se passaient bien, d'autres qui se passaient un petit peu moins bien. Et je pense que concrètement, c'est parce que mes étudiants, ils n'avaient pas vraiment encore le niveau A2. Ils étaient encore trop dans le niveau A1. C'était un peu des étudiants de deuxième année assez basiques, on va dire, quoi. Alors, le concept du manuel Moi je A2, c'est de dire on va travailler sur les productions des étudiants avec ce qu'ils savent, avec le vocabulaire qu'ils ont. Et du coup, ça va les pousser à apprendre plus de vocabulaire. Et même s'ils n'ont pas beaucoup de connaissances, ça va le faire quand même parce que on va les faire travailler par groupe de 4. Et à 4, on arrive toujours à quelque chose. Et puis, on va leur montrer que c'est pas on n'est pas dans le système traditionnel de montrer les erreurs et de corriger les erreurs. Et on est plutôt dans le système où on met en valeur leur inventivité. Et puis, on enseigne un point, on va dire, par intervention, par groupe. Et petit à petit, ce qui se passe, c'est que les étudiants, ils lâchent prise par rapport à leur envie de perfection qui les paralyse. Alors là, c'est un super concept, vraiment. C'est Simon Cerverin qui a développé cette approche, qui a vraiment beaucoup, beaucoup de mérite et qui, à mon avis, s'intègre vraiment dans le parcours d'un étudiant qui voudrait aller en France, par exemple. C'est vraiment une étape très importante. Euh, Avec des étudiants de deuxième année basique, c'est pas évident.
quand même. Et il y a eu plusieurs retours de profs qui aimeraient bien avoir plus d'encadrement, en fait, pour ces leçons. Donc au départ, j'avais pensé proposer des fiches récapitulatives, comme pour moi je 1, et puis des différents compléments, comme des drills. Ce que j'avais en tête, c'était des espèces de petites drills où les étudiants pourraient se faire un petit quiz interpersonnel pour travailler des automatismes euh, qu'ils n'ont pas encore, en fait. Et petit à petit, les amener vers une interactivité et petit à petit, les amener vers un lâcher-prise. Euh, et puis finalement, en travaillant là-dessus, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai résolu de créer un nouveau manuel qui va s'appeler Moi Jeu A1, A2. Et je vais vous en montrer en exclusivité mondiale la première leçon qui m'a été livrée ce matin même. Euh, enfin hier soir, mais euh, on a corrigé ce matin. Et il reste encore des erreurs. Alors, tac, tac, tac. Par exemple ici, révision Fukushu. Est-ce que vous savez que Fukushu, quand vous tapez Fukushu en japonais, le premier qui sort, ça veut pas dire révision en fait. Ça veut dire vengeance, apparemment. Donc là, il y a écrit vengeance. Révision, vengeance. C'est peut-être un acte manqué, c'est peut-être la vengeance du prof. Il invite ses étudiants. Enfin bref. Il y a des erreurs là-dedans, mais je vous montre quand même comment ça va se présenter. L'idée, c'est qu'il y ait des leçons de conversation et aussi quelques leçons de compétences qui seront les mêmes que en fait dans Moi Jeu A2, mais un peu plus encadrées. Alors, ça, c'est une leçon de conversation qui serait la deuxième. Donc, révision, hein, c'est des choses qu'on a vues dans Moi Jeu A1. Et là, on commence par réviser je mange un, je mange une, je mange du, de la négation. Et puis, le fait que quand on passe à dire j'aime, je n'aime pas, eh ben, il faut utiliser les articles définis. Et en plus, il faut les utiliser au singulier ou au pluriel. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été vu en première année, mais qui a vraiment besoin, enfin, dans mon expérience avec des étudiants basiques de deuxième année, qui a besoin d'être révisé. Après, ici, on a des petits drills euh, qui sont. L'idée, c'est que les étudiants vont se. Alors, il y aura sur le site. Je vais vous partager, enfin vous aurez accès à ce PDF là. Euh, les codes QR ne sont pas encore les bons, mais il y aura un site. J'espère qu'on va pouvoir créer le site avant la rentrée même et avoir quelque chose qui va fonctionner, on va dire. Et donc là, les quatre drills, ce seront des slideshows Google que les étudiants pourront utiliser avec leur smartphone. Et il y en a, ce sera des transformations. Par exemple, le premier, il y a un écran, le premier dit je mange des pommes, et le deuxième doit passer à la phrase avec j'aime. Donc, je mange des pommes, j'aime les pommes. Je bois du café, j'aime le café. Donc, c'est quelque chose qu'ils pourront faire en cours comme ça. Euh, N'importe quand dans le cours, en fait, hein, parce que je pense que ça, c'est des automatismes qui peuvent prendre du temps à travailler, mais c'est plutôt sympa, c'est plutôt interactif. Et puis, si c'est réparti sur toute l'année, en fait, ça va leur permettre de véritablement, pour le coup, intérioriser un petit peu ces choses-là qui sont difficiles, en fait. Par exemple, ça aussi, j'aime le café, j'en bois tous les jours, euh, je ne sais pas, j'aime la viande. J'en mange tous les jours, des petites choses assez simples comme ça. Ensuite, on passe à le thème de conversation, là, et on a une présentation un petit peu différente. Le échauffement ou warm-up, là, c'est une espèce
de, de sondage qui permet de manière indirecte de leur donner un menu de réponse, en fait, de préparer des questions, 5 questions, 4 ou 5 questions. Et puis, encore une fois, c'est du contenu qui a déjà été vu en première année, hein. Mais on revoit des choses. Il y a des petites additions. J'achète des choses toutes préparées, par exemple. Bon, ben, ça, c'est nouveau. Euh, et le reste, c'est pas vraiment nouveau, mais ils répondent à ça. Et puis, après, ils passent à l'enquête dans laquelle ils vont commencer par rédiger leurs réponses aux questions qui précèdent, mais on leur demande de mettre des informations en plus. Donc, de mettre une raison ou des détails ou une information en plus, disons, quoi. Donc là, l'idée, en fait, un des concepts de ce manuel aussi, ce sera euh, de leur dire, vous allez essayer de commencer à parler français, de faire de la conversation d'une manière un peu plus naturelle. Et naturel, ça veut dire culturellement approprié. C'est-à-dire qu'il y a des codes culturels de la conversation qui sont pas toujours les mêmes en français qu'en japonais. Euh, et donc, c'est ce qu'on a appelé, en fait, dans les manuels d'anglais que j'ai fait, on a appelé ça les Golden Rules. C'est sans prétention, hein, c'est pas à la Trump, hein, mais pour dire c'est important, c'est des choses importantes. Euh, Et là, l'ordre va être un petit peu changé. La première règle d'or, entre guillemets, c'est de varier les questions. Donc ça, c'est un truc plutôt technique, en fait, mais qui, qui est pas mal à travailler, en fait, de dire toujours, il y a il y a les questions ouvertes, les questions fermées. Vous pouvez vous entraîner à utiliser les deux. C'est une bonne chose, mais c'est plutôt technique plutôt que culturel. La deuxième, c'est le fait de donner des réponses longues. Quand on vous pose une question, donner une réponse longue, ça montre que vous voulez bien coopérer, en fait, à la conversation. Alors qu'en japonais, surtout quand on connaît pas quelqu'un très bien, ou quand il y a une distance de pouvoir, ou quand il y a un groupe qui regarde, on a tendance à se limiter à la réponse pure et simple. Est-ce que tu travailles? Non. Est-ce que tu travailles? Oui. Et puis attendre que l'interlocuteur vous pose une deuxième question, et puis une troisième, et puis une 50e, en fait. Et en français, c'est pas comme ça que ça se passe. Si on parle comme ça, on a l'impression que on n'a pas envie de converser, en fait. Donc, on a une explication de ça bien développée, en fait, et même illustrée dans les bouquins d'anglais qu'on a fait. Et là, on va utiliser la même chose parce que c'est complètement valide. Et c'est là, dans cette section, qu'on travaille cet aspect des choses, c'est-à-dire de dire, euh, commencer à l'écrit, mais ensuite on va faire la même chose à l'oral, mais il faut au minimum une information en plus. Quand vous répondez à une question, prenez cette habitude-là, et ça peut être une raison, ça peut être un détail en plus, ça peut être une opinion, ça peut être n'importe quoi, mais dites un truc en plus, quoi, disons. Euh, La troisième règle d'or, c'est de pas toujours attendre des questions, justement. Donc, dans la conversation japonaise, ça marche dans certains contextes beaucoup par question-réponse, et donc des dizaines de questions et dizaines de réponses qui sont courtes. En français, on donne un peu des réponses longues pour essayer pour donner quelque chose à l'interlocuteur pour qu'il puisse rebondir, en fait. Mais aussi, on n'attend pas toujours qu'on pose des questions, en fait. On parle souvent de soi-même, et quand on parle de soi-même, c'est une invitation à l'autre de parler de lui-même. Donc, d'ailleurs, il faut qu'on remette l'explication de moi-je. C'est de là qu'est venu le titre, en fait, du manuel, hein. Parce que en français, quand on dit, on entend l'autre qui dit quelque chose, et puis on dit, ah bon, ah ben moi, je, nanana, nanana, etc. Et en fait, ce moi, il est pas, c'est pas un moi égoïste, et égocentrique. C'est le contraire, en fait. C'est le fait de dire, je t'ai entendu et je dis quelque chose qui a rapport à ce que tu as dit, en fait. Mais je parle de moi.
Et sous-entendu également, je parle de moi maintenant, et après, j'espère que tu vas parler de toi. Alors, ça peut poser des problèmes aux Japonais qui vont en France, par exemple, quand ils n'ont pas compris ce mécanisme, hein. Ils se disent, mais il parle de lui sans arrêt, il s'en fout de moi, etc. En fait, non, c'est une invitation. Et c'est pas forcément facile pour les étudiants de faire ça, en fait. Donc, c'est quelque chose qui peut être travaillé petit à petit et de manière très simple, en fait. Donc là, c'est dans la dernière partie de ces leçons de conversation, ça va être ce fonctionnement-là. On leur dit, OK, maintenant, euh, vous vous êtes entraîné sur ce contenu, à poser des questions et à donner des réponses longues. Maintenant, on va faire un peu le contraire. On va essayer de se parler avec une question pour démarrer la conversation, mais ensuite d'utiliser le moins de questions possible. Par contre, vous pouvez utiliser des expressions de réaction comme ça, quoi, vraiment, super, ah bon, etc. Et puis ensuite, vous parlez de vous. Et sans oublier le moi-je, parce que sinon, c'est comme vous, enfin, on a l'impression que vous ignorez votre interlocuteur. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est que au lieu d'écrire ensemble une conversation scriptée, peut-être ils peuvent faire ça au début, mais on espère qu'à ce niveau, quand ils ont déjà en fait préparé leur réponse comme ça ici à l'écrit, ils ont déjà fait une enquête, une interview. Il y a de l'espoir qu'ils soient capables de parler pendant quelques minutes avec une personne et puis une deuxième personne. Normalement, ça devrait être possible, je pense. Euh, et donc en posant le minimum de questions possibles et en essayant de rebondir sur ce que l'autre a dit, en disant moi, je tanana, etc. Ah bon, c'est super. Donc je réagis à ce que l'autre a dit et je parle de moi, quoi. Voilà. Et puis en fait, je vais terminer très vite sur les règles d'or, entre guillemets. La quatrième règle d'or, c'est de ne pas rester silencieux plus de quelques secondes quand on vous a posé une question. Parce que sinon, votre interlocuteur occidental, il va commencer à parler de plus en plus vite, en fait, et puis à être, parce qu'il est embarrassé par le silence, qui est plus accepté au Japon. On accepte que les gens, ils mettent 10 secondes, 20 secondes, etc. Et puis nous, qui avons l'habitude, qui sont des profs, qui avons l'habitude des étudiants japonais, on leur laisse le temps un peu, puis on leur dit, oh, toi, j'ai l'impression que tu veux répondre, hein. Tiens, allez, vas-y. Ta. Euh, mais en France, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. C'est la spirale infernale, hein. Quand on commence à devenir silencieux, l'occidental, en fait, il va commencer à parler de plus en plus vite. Et le japonais sera de plus en plus perdu. Donc, bref, il faut pas rester silencieux plus de quelques secondes, si possible, après avoir reçu une question. Et il y a des stratégies pour ça. Et c'est pas compliqué. En fait, il suffit quand vous n'avez pas compris quelque chose, de demander ce que cette chose veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas, etc. Ce qui n'est pas du tout naturel pour les Japonais, en fait. Quand vous savez pas dire quelque chose, vous voulez dire quelque chose, bah, au lieu de réfléchir dans votre tête silencieusement pendant longtemps, et sans trouver la réponse en plus en général, et ben vous dites hein, déjà, c'est bien, c'est une bonne expression qu'on peut leur enseigner, hein. Et puis simplement le fait de comment on dit en français, quoi. Comment on dit en français machin truc. Et donc machin truc, c'est un mot en japonais. Et puis si on voit que l'interlocuteur français ne comprend pas le mot en japonais, ben, on peut dire en anglais, par exemple. Et puis on trouve quelque chose, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui se trouve dans le manuel de Simon, d'ailleurs, où il explique bien que quand on partage, en fait, ça devient une partie de la conversation. Et ça n'a plus besoin de bloquer la conversation. On cherche un mot, on n'a pas compris quelque chose, c'est pas grave, la conversation peut continuer. Mais il faut s'entraîner pour ça. Et puis le dernier cas aussi, c'est quand on ne sait pas, en fait, on ne sait pas. Et ben, les Japonais, ils ont une espèce enfin, c'est mon hypothèse, en fait, que dans le contexte culturel japonais, quand on dit trop vite, je ne sais pas,
Ça va dire un peu je m'en fous, quoi. Je veux dire, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie de m'embêter. Donc il y a une petite réticence à dire je ne sais pas, alors qu'on pourrait le dire beaucoup plus vite. Voilà, donc il y a tous ces petits cas avec des petites stratégies assez simples qui peuvent être mises en œuvre et qu'on va essayer de faire travailler dans ce manuel, dans cette deuxième année, de plus en plus, pour qu'il y ait une interactivité qui se passe, qui soit progressivement plus réelle, en fait, dans les conversations et tout. Euh, et puis on se dirigera petit à petit vers la meilleure manière de débloquer, en fait, par exemple, quand on ne sait pas dire quelque chose, euh, on peut demander comment dit-on en français, machin truc, mais le mieux, c'est quand même d'essayer de le décrire, c'est-à-dire d'essayer de faire une périphrase, comme je sais pas quel est votre niveau de japonais, probablement meilleur que le mien, mais moi je passe ma vie à faire des périphrases, hein, parce que je connais pas plein de mots compliqués, j'ai pas étudié assez sérieusement. Et du coup, je dis souvent, bah, le truc qui sert à faire quelque chose, ou bien l'endroit où on fait nanana, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et puis les gens, ils voient en fait ce que je veux dire, et puis ils m'aident. Et du coup, je suis pratiquement jamais bloqué, quoi. Mais bref, cette, stratégie de décrire un mot qu'on ne connaît pas, dans Moi je communication à deux, c'est la troisième leçon, je crois. Et puis dans le futur manuel, ce sera plutôt dans la deuxième partie du manuel, en fait, après que les étudiants se soient un petit peu dégrossis. Voilà, voilà. Donc, je, j'ai commencé à travailler sur ces leçons. Ça va se mettre en place petit à petit et je propose aux enseignants qui utilisent Moi Jeu à deux de partager ces contenus avec eux. Ça pourrait peut-être les aider euh, à utiliser des leçons qui n'existent pas dans Moi Jeu à deux, en fait, et pour réviser au début, comme celle-ci, par exemple. Ou bien il y a quelques leçons qui seront communes aux deux manuels et dans lequel il y aura peut-être un peu plus de compléments ou une fiche récapitulative ou ce genre de choses. Alors, il faudra savoir que ce ne sera pas mis en page magnifiquement comme ça, parce qu'en fait, la graphiste qui travaille avec nous est pas très disponible pendant le premier semestre, presque pas disponible en fait. Donc, ça aura plutôt l'air de ça. Ça, c'est la même leçon, mais avec un document Google qui a été transformé en PDF. Et en fait, quand on voit la correspondance, c'est tout à fait utilisable en classe, je pense, mais c'est pas très joli. Mais c'est la même chose, en fait. Vous voyez, il y a les mêmes contenus. Et il y aura des fiches récapitulatives qui seront faites de manière assez artisanale, comme ça pour l'instant. Voilà, voilà. Je vais vous montrer très rapidement la table des matières tac, euh, alors ça, c'est un document dont le lien est dans le slideshow, qu'il ne faut pas que j'oublie de vous partager le slideshow, qui a été envoyé aussi à toutes les personnes qui utilisent Moi Jeu à deux. Voilà, donc première leçon, introduction avec les règles d'or et des petites activités. Deuxième leçon, c'est celle que je viens de vous montrer. Conversation, c'est un peu révision tout ça. Là, il y aura un petit peu de nouveauté quand même. La leçon 5, ce sera plutôt une leçon de compétences qui correspond à la leçon 1 de Moi Jeu à deux. Et puis ensuite, il y aura une alternance en fait de leçons de conversation avec des révisions et des choses un petit peu nouvelles aussi. Et puis quelques leçons de compétences aussi, comme celle-ci, par exemple, d'écrire sa chambre. Elle est dans Moi Jeu à deux. Je l'ai utilisée personnellement et j'ai trouvé qu'elle marchait très bien. Parce qu'il y a la petite magie du fait que quelqu'un peut décrire sa chambre et
Et c'est pas très super intéressant, mais la magie, c'est quand on voit l'autre qui dessine, qui est le plan comme ça, et puis qui pose des questions pour dire comment ça, à droite, à gauche, non, non, plus par là, etc. Oh, c'est quand on a fait ça au tableau, il y avait un étudiant en fin de cours qui était au tableau, et puis un autre qui décrivait. Et puis moi qui aidais un petit peu pour poser des questions, etc., quoi. Il y avait vraiment un petit côté magique qui était très sympa. Voilà, donc ben, je vais pas m'attarder là-dessus trop, mais euh, celle-ci aussi, ben voilà, c'est expliquer un mot euh, et décrire un tableau ou une photo. En fait, ça paraît difficile aussi, mais je l'ai utilisé et il y avait aussi le petit côté magique, quoi. C'est-à-dire, il y avait quelque chose au tableau qui était, bah, rien à voir avec le tableau de monnaie, quoi, hein, évidemment, mais les trucs étaient là où ils devaient être. Et puis, ça s'était passé à l'oral entre des étudiants de niveau assez bas, quoi. Et ils étaient tout émoustillés. Enfin, c'est peut-être moi qui étais émoustillé, quoi, en fait. Euh, voilà. Bah, dis donc, j'ai dit plus ou moins tout ce que je voulais vous dire. Est-ce que quelqu'un a une question sur ça? La table des matières que je vous ai montrée, qui est dans le document, est assez approximative en fait. Donc tout ça va se réaliser petit à petit. En fait, cette fois-ci, le manuel va être créé sur un an, donc ce qui est assez rapide comme période d'exécution. En général, c'est plutôt 2 ans pour créer un nouveau manuel. Cette fois-ci, je pense qu'il y a assez de bases en fait dans toutes les choses qui ont déjà été publiées pour faire quelque chose de bonne qualité en un an. Mais ça va se faire petit à petit en fait. Euh, voilà. Euh, et j'espère votre compréhension et votre coopération. Euh, Pas de questions? Ah, j'ai pas l'habitude, ça, hein. En général, je dois finir. J'ai encore 3 trucs à dire. Euh, je dois vous partager mon slideshow. Ça, c'est ça que j'avais dit plusieurs fois que je devais faire. Donc, je vais le faire tout de suite. Euh, Ah, j'ai une question. Une question! Oh. Euh, quand vous avez parlé des 4 règles d'or pour débloquer les interactions des étudiants, quel était le premier point? Désolé, je l'ai juste raté. Alors, le premier point, c'était juste de varier la forme des questions entre des questions ouvertes et des questions fermées. Donc, une question ouverte, c'est une question qui a beaucoup de réponses. Et une question fermée, en général, c'est oui ou non. Par exemple, est-ce que tu travailles? L'équivalent ouvert, ce serait où est-ce que tu travailles? Euh, enfin, qu'est-ce que tu fais comme travail? Il y a beaucoup de variations. Ça peut être un exercice intéressant de leur dire, ah, tiens, cette question, quelle est la forme ouverte, quelle est la forme fermée? Et puis de les pousser à essayer de varier un petit peu quand ils font des conversations. Ouais, c'est pas très culturel en fait. Ça, on l'a mis dans les règles d'ordre culturel, mais c'est plus technique en fait que culturel. Euh, ah bah attendez, je vais vous envoyer un autre lien. Tiens, une seconde. Euh, je vous envoie dans le chat de Zoom un autre lien que je vais juste vous montrer. Tac. Bon, donc là, c'est un manuel d'anglais, New Conversations in Class, dans lequel il y a
la traduction. Donc dans le manuel d'anglais, c'est écrit en anglais, en fait, dans le manuel lui-même. Mais il y a la traduction de ces quatre Golden Rules. Et celle que je viens de commenter là, elle était en deuxième. Mais je pense que ça me paraît plus logique de la mettre en premier. Donc dans le manuel, on va la mettre en premier. C'est une ressource, ça, si vous voulez utiliser c'est d'accès libre. Donc si vous voulez expliquer ça à vos étudiants dès maintenant, vous leur donnez cette URL et puis ils peuvent lire toutes ces choses dans leur langue. Bon, sur ce, moi je vous remercie. À une prochaine et Merci. Si. Bonjour, je suis Alexis Daucourt, membre du comité des RPK, et je voudrais simplement vous remercier d'être venu, même si c'est uniquement en ligne, mais ça nous a fait fort plaisir qu'on ait pu vous apporter quelque chose. Et donc un grand merci à Bruno, hein, puisque il nous a fait un bel exposé ici. Donc merci beaucoup, à l'année prochaine peut-être. À bientôt. Au revoir.